Charles Péguy, mort au champ d'honneur. Il est mort sur le coup, frappé d'une balle. Nul moyen d'en douter. Nous sommes avertis, ainsi que la famille, par une lettre d'un témoin, Monsieur Raphaël, fils du professeur au lycée Blaise Pascal, qui était là, qui a vu son camarade jeté à terre à 1 mètre de lui en pleine bataille. Nous sommes fiers de notre ami. Il est tombé les armes à la main face à l'ennemi, le lieutenant de ligne Charles Péguy. Le voilà entré parmi les héros de la pensée française. Son sacrifice multiplie la valeur de son œuvre. Il célébrait la grandeur morale, l'abnégation, l'exaltation de l'âme. Il lui a été donné de prouver en 1 minute la vérité de son œuvre. Le voilà sacré. Ce mort est un guide. Ce mort continuera plus que jamais d'agir. Ce mort plus qu'aucun est aujourd'hui vivant. Honneur au maître Charles Péguy. Il passe devant tous ces émus. Bien qu'il meure dans un moment où la vie humaine semble avoir moins de prix qu'une cerise forte de la saison, sa mort fera pleurer son petit monde, chapelle où il était aimé jusqu'à l'idolâtrie, et produira un long ébranlement dans les lettres françaises. Ce Péguy, que tous n'avaient pas compris, comme sa mort, va lui donner un sens puissant et clair. C'était un petit homme barbu, un paysan sobre, poli, circonspect, défiant et doué du sens de l'amitié, bien campé sur la terre et toujours prêt à partir en plein ciel. C'était un petit homme terne et lent, de qui se dégageait un merveilleux rayonnement. Ce petit-fils de paysan, devenu un Normandien, à binocle, pensait toujours à ses champs. Je veux dire à ses cahiers de la quinzaine, qu'il s'agissait de pêcher, de fumer, d'arrondir. Ces cahiers de la quinzaine, auxquels il consacrait toute sa vie, étaient à la fois une espèce de revue et une espèce de boutique rue de la Sorbonne. Derrière ces vitres, il surveillait et critiquait la grande maison universitaire. Comme il était prodigieusement français, comme on reconnaissait en lui toute une race qui, d'une ferme, était venue s'installer et tenir un petit commerce dans un faubourg d'Orléans. Tout cela donnait dans Péguy un maître d'école extraordinaire, un grand pédagogue, un président de la vieille France. Cette cervelle madrée, obstinée, baroque, avait reçu de naissance le génie des vieux maîtres de la rue Foire, des moines populaires et des gazetiers révolutionnaires. Et dans sa courte vie, il a pu donner satisfaction à tous les instincts français qui de naissance reposaient en lui. Il a, dans une brève carrière d'homme de lettres, trouvé moyen d'épanouir des forces de paysans qui arrondissent ses champs, de boutiquier qui compte et recompte ses sous, de typo qui fait de la belle ouvrage, de curé qui prêche ses ouailles, et d'officier de ligne entraînant ses hommes au devoir. C'était dans toute sa noblesse, le fils de la terre française, un plébéien de l'Orléanais, un produit humain qu'il a fallu 19 siècles de culture pour porter à ce point de civilisation. Il sortait du même pays que Jules Lemaître, mais tandis que celui-ci s'est cru obligé de demeurer toujours sur ses coteaux modérés, il s'en est payé, lui,
Péguy, de l'héroïsme et du sublime. Sa grande œuvre, à laquelle il se vouait depuis des années, était une tentative pour exprimer ce que nous avons à dire de Jeanne d'Arc en 1914. Il cherchait à donner une forme à l'extraordinaire abondance de sentiments que cette figure incomparable suscite dans la conscience d'un Français cultivé de cette heure. De là, ce livre étrange et puissant intitulé Le mystère de Jeanne d'Arc. J'en ai parlé à plusieurs reprises aux lecteurs de l'Écho. J'ai tenté de les faire aimer par mes confrères de l'Académie. J'y voyais un signe précieux de la résurrection de la vie traditionnelle dans les âmes. On y trouve le point de vue de la sainteté. L'attitude de Péguy devant son sujet suppose que ce qui fut la vie morale de Jeanne peut devenir notre vie. Oh, stupeur! Aux yeux de ce jeune normalien de grande culture classique, très méditatif, réfléchi jusqu'à en avoir des parties de monotonie dans l'esprit, nullement un faiseur de paradoxes frivoles. Jeanne d'Arc est un modèle, et pas d'équivoque. Il ne s'agit pas d'un modèle d'après lequel modeler, sculpter, écrire. Non, un modèle d'après lequel vivre et mourir. Comme en d'autres siècles, il se serait nourri de son livre de piété. Oui, avec le même sérieux, Péguy avait lu, relu et mis dans son sang, pour toujours, l'histoire de la révolution de Michelet. Mais il n'en restait pas là. Son propre génie le menait. Où allait-il? Vers quels auteurs? Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc, dont il faisait sa société, l'avait-elle conduit. Nul venait à ses rangs, nul elle ne suffit, avait déjà pu lui dire son maître Michelet. La plus puissante est un asservissement. Il en faut d'autres que l'âme attend, demande et espère, des ailes par-dessus la vie, des ailes par-delà la mort. Où donc l'esprit de Péguy avait-il trouvé sa loi? Où son espérance entendait-elle se satisfaire? Vous tous, ses intimes, les tarots, les Pessouillans, les Porchets, vous, les dépositaires fraternels de sa pensée qui, dans cette minute, est sur les lignes de feu. Vous allez le venger par les armes, et demain, par vos commentaires, vous le ressusciterez. Je n'apporte ici qu'un feuillet écrit au crayon, un feuillet à clouer sur une croix de bois, où le vent, 24 heures, le respectera, afin que notre ami ait le salut et la prière du passant. Sigil la gloire des jeunes lettres françaises. Mais plus qu'une perte, c'est une semence, plus qu'un mort, un exemple, une parole de vie, un ferment. La Renaissance française tirera parti de l'œuvre de Péguy, l'authentifiée par le sacrifice. Et puis, mes chers camarades absents, en votre nom, je salue avec respect la compagne de notre ami et j'embrasse ses enfants. La République des lettres et la République tout court s'occuperont d'eux. Ils sont protégés par la gloire de leur père. Maurice Paresse de l'Académie française, l'Écho de Paris, le 17 septembre 1914.